Bonjour à tous. Alors, donc à la suite du cours d'hier qui était la fin de notre séquence sur Apollinaire et sur la poésie moderne, qui donc s'est clos par la dissertation et par l'application de la méthode de l'explication de la dissertation, pardon, à un sujet qui était donc le premier dans le plan que je vous avais proposé du cours, vient donc à la suite de cet exercice d'hier, sur lequel j'espère il n'y aura pas de questions, mais enfin, s'il y en a, n'hésitez surtout pas, une présentation de la séquence numéro 2, et notamment des caractères de la bruyère et du travail que nous allons effectuer dans cette séquence. Alors, nous allons aller plus vite, nous irons plus vite sur cette séquence. La première installe un certain nombre de méthodes, il s'agit d'être un petit peu plus posé sur l'explication de texte d'abord, sur le commentaire ensuite, et puis sur la dissertation. Nous avons fait tout ce trajet-là, donc vous avez déjà trois éléments de méthode très conséquents, très importants concernant l'enseignement du français en première. C'est aussi la raison pour laquelle c'est relativement lourd et long dans le temps. Ces trois éléments-là ont été préparés. Et j'espère que ça va être acquis maintenant de votre part. C'est le moment pour vous de commencer à digérer tous ces éléments-là, bien les distinguer, bien distinguer l'explication de texte du commentaire, bien distinguer aussi le rôle essentiel de l'explication de texte pour nourrir la dissertation, le rôle de l'explication de texte pour s'apprêter à faire le commentaire, dans la mesure où la préparation des deux est la même, c'est la méthode de présentation qui n'est pas la même, qui se distingue très nettement, donc bien les distinguer, le tout nous amenant à l'oral, puisque la première partie de l'oral est présentée par l'explication de texte, et deuxièmement, puisque la dissertation et le reste des épreuves, mais particulièrement l'explication de texte, mais entre autres, donc la dissertation vous prépare aussi à la deuxième partie de l'oral, c'est-à-dire à l'entretien avec le jury sur une œuvre. Donc la première séquence était relativement longue et relativement lourde, mais c'est aussi lié au fait que tous ces éléments ont été préparés. Donc pour la deuxième, nous nous apprêtons à un travail de 6 semaines environ qui nous amènera donc un tout petit peu après les vacances de février, tout début du mois de mars, juste avant le bac blanc, en l'occurrence le numéro qui sera le seul bac blanc, puisque je ne vais pas faire le bac blanc au mois de janvier. Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'élèves qui sont pour l'instant en difficulté, et du reste, le simple fait que je vois que plus de la moitié de la classe n'a pas lu l'œuvre au mois de novembre, en l'occurrence l'alcool montre bien que vous étiez déjà en difficulté, donc il ne s'agit pas d'ajouter de la difficulté à la difficulté, il y aura bien des devoirs bien sûr, mais pas un bac blanc au sens propre du terme au mois de janvier, comme j'ai pu le faire par exemple l'année dernière, mais ça n'empêche que nous avançons, et donc 6 semaines sur l'ensemble de cette séquence, d'une part, donc sur les caractères de la bruyère, cette édition-là, là pour le coup j'y insiste très fortement, il y a une deuxième couverture d'ailleurs, mais c'est la même édition, livre de poche, deuxième couverture, mais qui n'empêche que le contenu soit exactement le même. Alors d'abord, pourquoi cette édition-là? Parce que elle contient, c'est une édition avec introduction et notes d'Emmanuel Bury, B-U-R-Y, et elle contient une introduction dont l'importance est considérable concernant la compréhension de l'œuvre de la Bruyère et de l'écrivain qu'il est. Excellente introduction d'Emmanuel Bury, sur laquelle d'ailleurs je me suis appuyé pour faire le cours. Vous le verrez dans le cours écrit, parce que là encore j'ai tout écrit. Deuxièmement, ce qui n'empêche que vous devez prendre des notes et être attentif, parce que de toute manière je ne vous donnerai pas le cours tout de suite. Deuxièmement, l'édition en question vous présente le discours sur Théophraste, qui est le premier écrit de la Bruyère, qui précède d'ailleurs la traduction des caractères de Théophraste, desquels il s'est inspiré pour écrire les siens, qui sont une espèce de continuation au XVIIe siècle de cette donc inspiration antique, de ce classique pur, entre guillemets, qu'est la Bruyère. Et enfin, parce que à la suite, alors d'abord parce qu'il y a tout le texte pour commencer, même s'il est réputé relativement difficile, c'est quand même important d'avoir le reste du texte, ne serait-ce que si vous aviez par exemple la curiosité d'aller lire le reste. Et d'autre part, il y a une préface qui est intéressante au discours de réception à l'Académie française
de Jean de la Bruyère, qui a été reçu à l'Académie française en 1693, peu avant sa mort, et ce discours de réception est d'une importance considérable, d'abord parce qu'il justifie son entreprise, qui est la seule quasiment, sauf un petit discours par la suite, mais qui n'a pas été publié de son vivant. Seule entreprise de son vivant, dont on sait d'ailleurs qu'elle a été continuellement augmentée, avec 8 voire 9 éditions, en tout cas plusieurs d'entre elles, et 5 qui donnent lieu à des augmentations très considérables du texte. Et donc ce discours prononcé à l'Académie française le 15 juin 1693, qui est resté dans l'esprit parce qu'il fait partie des éléments qu'on a mis au dossier de la querelle des anciens et des modernes, puisque la Bruyère est un tenant des anciens, dans ce parti qui l'oppose à Perrault, notamment l'auteur des contes de Perrault. Il est tenant des anciens, et il y a un certain nombre de choses intéressantes dans ce discours, qui concerne la façon d'écrire, la façon de ne pas de s'inspirer sans imiter servilement les anciens. Là, on retrouve des arguments qui sont déjà présents au début du XVIIe siècle chez d'autres auteurs, par exemple Guesse de Balzac. Et donc ce discours, là aussi, il est préférable que vous le traversiez, que vous le lisiez rapidement pour avoir quelques éléments sur... alors c'est un petit peu loin de la thématique nationale, qui est sur la comédie sociale, mais quoi qu'il en soit, ça peut quand même donner des indications intéressantes, j'y reviendrai. Par ailleurs, cette édition vous présente un index à partir de la page 635 de tous les noms présents dans l'édition en question, et notamment les noms fictifs et les titres d'ouvrages présents dans l'édition, mais les noms fictifs qui apparaissent dans les caractères. Et donc, il y a surtout ce discours donc, à la réception à l'Académie française et la préface à ce discours, dans laquelle il est précisément question des caractères de la Bruyère et de sa situation par rapport aux autres moralistes du siècle. Donc voilà la raison pour laquelle j'ai utilisé cette édition, qui certes n'a pas l'avantage d'avoir un dossier fait pour les élèves de première, pour le programme du bac, mais enfin, d'abord les dossiers qui ne sont pas forcément irremplaçables non plus, qui a tout de même des avantages autres, et qui a au moins l'avantage de présenter le texte entier, ce qui me paraît quand même un tout petit peu la moindre des choses quand on étudie une œuvre, même si on ne l'étudie pas dans sa totalité. Donc voilà pour la raison qui m'a poussé à choisir cette édition. Concernant la séquence elle-même, alors je vais d'abord vous indiquer à l'oral, je mettrai aussi sur Pronote ce soir, les 3 explications de texte que nous ferons sur cet ouvrage. La première se situe au chapitre 5 de la Société de la Conversation, au livre 5, pardon. Remarque, on dit remarque, on ne dit pas fragment, on dit plutôt remarque, c'est l'expression qu'utilisait d'ailleurs la Bruyère lui-même. Remarques 49 et 50, 2 remarques successives. J'ai choisi 2 remarques d'abord parce qu'elles sont très importantes, ce sont des remarques qui sont restées très célèbres. J'y reviendrai quand on fera l'explication de texte, et puis surtout pour vous faire comprendre la relation qu'il y a entre l'écriture entre guillemets fragmentée, parce l'expression fragmentée est discutable, elle n'est pas repoussée complètement, mais enfin en tout état de cause elle est tout de même discutable. Cette écriture par remarques isolées, apparemment isolées les unes des autres, est tout de même à prendre avec des pincettes, dans la mesure où il y a bien une relation de continuité entre chacune des remarques, même si elles sont relativement autonomes les unes des autres. En tout cas, elles peuvent fonctionner de manière autonome. Donc c'était pour bien faire apparaître ce fonctionnement et cette dialectique, l'opposition et le dépassement de l'opposition, que j'ai choisi ces 2 remarques successives. La deuxième explication se situe au chapitre 8, dont j'ai oublié le titre d'ailleurs. C'est de la cour, oui bien sûr, au chapitre 8, au livre 8, donc il faudrait le lire chapitre, on dit livre ou chapitre, peu importe, à la remarque 50, cette fois-ci avec la question de la perte de la faveur pour un homme qui était en vue jusque-là à la cour et qui vient de la perdre, le spectacle de la perte de la faveur, j'ai utilisé
cette remarque particulièrement parce que la notion de comédie sociale et de théâtre du monde y est particulièrement nette. Enfin, au livre 9, la remarque 50, encore une fois, c'est une remarque qui présente le portrait d'un personnage. Cette fois-ci, j'ai choisi un portrait, c'est quand même important, le rôle des portraits de ce qu'on appelle les étopées, j'y reviendrai, les portraits moraux, parmi des caractères, ont un rôle considérable évidemment. Il y a tout un tas de possibilités dans ces remarques qui ne sont pas toutes des caractères précisément au sens grec du terme. Mais enfin, celui de Pamphile, là, en l'occurrence il s'agit de Pamphile, et qui donne le spectacle de sa grandeur, est là aussi une remarque particulièrement importante pour averser à la question de la comédie sociale telle qu'elle est imposée par l'inspection générale pour l'étude de cette œuvre. Donc voilà pour les trois explications, 5, 49, 50, 8, 50 et 9, 50. Facile, c'est toujours 50, hein, sauf la première où il y a 49 avec, mais enfin 5, 8 et 9 pour les livres. Voilà les trois explications de texte qui seront faites sur cet ouvrage. Et je vous invite à lire attentivement ces trois textes et puis à commencer à préparer les explications de texte pour avoir quelques éléments, peut-être même aller voir sur internet pour voir si vous avez les choses. Mais enfin, là je préfère quand même que vous vous en teniez, dans la mesure où il y aura quand même des vidéos et du cours, que vous vous en teniez à ce que nous avons sous la main, c'est-à-dire le texte, à votre compréhension du texte, à son fonctionnement, sa dynamique, et les éléments essentiels de son explication. Donc voilà pour ce qui est des explications de texte. Troisième élément, je vous ai mis déjà sur Pronote, il y a plus de 15 jours maintenant, des PDF, des documents en PDF pour chacun des livres, des 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres qui sont au programme, ça fait un sacré programme quand même, du livre 5 de la Société de la Conversation au livre 10 du Souverain ou de la République, le seul d'ailleurs, entre parenthèses, pour lequel je n'ai pas fait de PDF, mais enfin il est relativement court, et j'y reviendrai le cas échéant si vous en avez besoin, mais enfin ça n'est pas le plus difficile à lire, l'objectif étant d'avoir une idée précise, d'avoir des résumés pour chacune des remarques, hein, ça a été un travail considérable de ma part, je peux vous le dire, et puis une continuité, une dynamique pour chacun des livres qui puissent vous permettent de graviter de l'un à l'autre, d'aller de l'un à l'autre et de comprendre le fonctionnement des livres, puisque les titres en gras dans chacun de ces PDF, par exemple, dans de la Société de la Conversation, en dehors, j'ai fait la liste des portraits d'abord, puis ensuite la structure du livre 5, et au début de la structure du livre 5, je dis remarque 1 à 15, les défauts qui font obstacle à l'esprit de la conversation. Ça en l'occurrence, c'est moi qui l'ajoute, ça n'est pas dans le livre, mais c'est à peu de choses près la façon dont la première partie est constituée. On passe à partir de la remarque 16 à l'art de la conversation. Voilà. Pour ce que j'ai ajouté et qui permet d'avoir quand même prise, qui donne des indications considérables pour une dissertation et pour la maîtrise de cet ouvrage, pour l'oral, par la suite. Donc voilà pour les documents. Évidemment, il faut les avoir sous la main au fur et à mesure que vous lisez ce texte. Je crois qu'il faut peut-être éviter de faire trop de remarques, ne prenez pas de notes véritablement de lecture au départ, puisque précisément, moi je les ai faites, ces notes. En revanche, vous pouvez annoter ces PDF. Vous les aurez sous la forme de papier quand on sera revenu ensemble. Vous pourrez les annoter de manière à donner un certain nombre de choses supplémentaires. Si vous les voulez d'ailleurs sous une forme de document en point doc, je pourrais vous les donner aussi, de manière à ce que vous puissiez annoter, ajouter quelques éléments. Ça vous permettra peut-être d'y mettre votre patte personnelle. Voilà pour la troisième chose que je voulais indiquer. Alors déjà, ils sont relativement précis, hein. On peut essayer de comprendre comment fonctionne la succession des remarques à partir de ces documents-là. La dernière chose que je voulais dire, enfin pas la dernière, pardon, l'avant-dernière, et j'oubliais tout à l'heure quelque chose lorsque j'ai présenté l'édition d'Emmanuel Bury, c'est que ces présentations de chacun des livres sont excellentes. Par exemple, je vais prendre l'exemple de la première, hein, qui se trouve, là je vous engage à regarder votre ouvrage par la même occasion, à la page 224-225, aux pages 224-225, là,
Emmanuel Bury présente le livre tout entier, ce qui sous-tend la création de ce livre, particulièrement les ouvrages des Italiens Castiglione et Guazzo d'une part, et Farey d'autre part, sur la question de l'honnête homme et sur le rôle de la conversation, à bien faire attention à bien comprendre au sens XVIIe siècle du terme le mot conversation, qui ne signifie pas seulement échange, parler, mais aussi le fait de vivre avec les gens, autrement dit de vivre ensemble, hein, c'est le terme du XVIIe siècle pour désigner le vivre ensemble, conversere en latin signifiant vivre avec. Et ce mot société, évidemment, désigne aussi ça. La société, c'est le fait d'être avec quelqu'un. Socius, c'est le lien social. Donc la société et la conversation ici sont à comprendre au sens du XVIIe siècle, c'est-à-dire le fait que nous ayons des semblables autour de nous et que nous soyons amenés par la politesse, par l'art de parler correctement et de vivre ensemble. Donc nous soyons amenés à avoir de bonnes relations avec les autres. Et donc, Emmanuel Bury donne ensuite des indications sur les ajouts au fil des éditions, à partir de l'édition 4, qui a été la première à présenter des ajouts de remarques par rapport à la première édition, les deux autres, la deuxième et la troisième, ayant été des rééditions telles quelles. Donc il nous donne un certain nombre d'indications, par exemple sur l'augmentation du nombre de portraits à partir de la cinquième édition, celle de 1690, et puis un certain nombre d'inflexions dans le ton aussi, hein, qui sont importantes, un ton beaucoup plus critique et satirique à partir de la quatrième édition, et un ton dans lequel comment dirais-je, les enseignements des évangiles, particulièrement de la Bible en général, mais des évangiles en particulier, sont beaucoup utilisés. Je vous invite à faire attention aussi aux notes, parce qu'elles sont très nombreuses dans cette édition, et c'est l'une des raisons majeures d'ailleurs pour lesquelles j'ai choisi celle-ci. Les notes de bas de page sont d'une importance absolument considérable, hein, des notes de vocabulaire, de compréhension. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un texte du XVIIe siècle. C'est un texte donc, qui a été écrit il y a 4 siècles, un petit peu, presque 3 siècles et demi, et donc il faut faire attention au fait que la langue française a évolué depuis ce moment-là, et donc il y a un certain nombre de faux amis, hein, très clairement, qui vont se présenter à vous, et le texte justement vous permet d'y prendre garde, faire attention aussi à certaines formulations syntaxiques qui peuvent être un tout petit peu différentes de ce que nous voyons notamment dans les négations. Il faudra donc un point spécial quand on abordera la négation, et c'est d'ailleurs à propos de cet ouvrage-là que je vais faire le cours, la négation, dans certains cas rhétorique, hein, qui peut être un tout petit peu perturbante. On verra donc un certain nombre de choses concernant la syntaxe, là aussi, qui est caractéristique du XVIIe siècle. Donc, voilà pour les éléments, pour l'édition et pour les notes, ce que je voulais ajouter sur ce que dit Emmanuel Bury, sur ce qu'il ajoute comme élément de connaissance. Et enfin, il s'agit, alors oui, c'était l'élément sur lequel je voulais clore cette petite préparation. Il est vraisemblable que vous allez lire au moins 2 fois l'œuvre, mais je vous invite à être très attentif à la stratégie argumentative, à la stratégie explicative et argumentative de l'auteur dans chacune de ses remarques, parce que très fréquemment, la Bruyère avance un petit peu masquée, et ses remarques peuvent être très lapidaires, c'est-à-dire très courtes, hein, très succinctes, et elles fonctionnent souvent par l'implicite. Elles contiennent parfois un message qui est encrypté dans la phrase, dans l'énoncé, et il faut aller rechercher un certain nombre d'éléments. Souvent aussi, l'énoncé est relativement complexe. Il faut faire attention, et il est complexe pour tout le monde, hein, il faut faire attention à la façon dont la pensée s'organise dans cet énoncé pour avoir prise sur la phrase. Ce sont souvent des traits d'esprit
qui sont proposés. Le mot d'esprit est très à la mode au XVIIe siècle, il est la preuve de l'intelligence. On doit savoir dire beaucoup en peu de mots, et c'est ce caractère lapidaire de la pensée, ou ce laconisme, autre terme important, qui sont une des marques de la société aristocratique du temps, même si La Bruyère n'est pas un aristocrate, c'est un bourgeois, mais c'est un bourgeois qui a travaillé dans le monde aristocratique et qui a travaillé pour des aristocrates, ça, on y reviendra. Et donc il faut être très attentif à la stratégie de l'auteur, notamment au caractère un peu encrypté, pas hermétique au sens propre du terme, mais un petit peu complexe à reconstruire, très fin en tout cas, de ce discours. Et d'autre part, un autre phénomène très important, parmi tous les phénomènes rhétoriques que je vais aborder au sujet de cette œuvre, c'est la chute des remarques. La chute, c'est-à-dire la fin de la remarque, est souvent à contre-pied complet avec ce qui était attendu. Donc une étude énonciative de remarques est souvent très importante, on le verra d'ailleurs à partir de la première explication de texte, ce sera particulièrement évident dans ces deux textes. Souvent, la chute de la remarque prend à contre-pied le lecteur, lequel a été un petit peu trompé, piégé par l'énonciation, et c'est très régulièrement sous la forme d'une chute perturbante, une chute déceptive, trompeuse, que cette stratégie se clôt. Très attentif donc à la chute de ce point de vue-là pour comprendre le fonctionnement de la pensée de La Bruyère en matière de critique de la comédie sociale. Enfin, un dernier élément, et sur lequel j'ai beaucoup insisté sur le cours, et dans lequel il y a des éléments pour mon cours écrit très nombreux, la question de la comédie sociale est à mettre en rapport avec une expression latine, theatrum mundi, qui signifie tout simplement le théâtre du monde, expression qui est très ancienne. Je donnerai d'ailleurs des éléments historiques concernant l'apparition chez les Grecs de cette expression, et puis particulièrement chez les Romains, chez les Latins. Et cette expression traduit l'idée que le monde est un théâtre sur lequel nous jouons un rôle, parfois un rôle, et souvent un rôle trompeur. The world is a stage, comme redit par la suite Shakespeare à la fin du XVIe siècle, et au début du XVIIe pour l'édition de ses œuvres complètes en 1623. All the world is a stage, donc nous sommes tous des acteurs, et le monde est un théâtre. Là je vous renvoie à la clôture, notamment du livre 8 de la cour, dans lequel, si je retrouve la remarque 99, dans laquelle ce motif, parce que c'est un motif, du théatrum mundi est particulièrement net. Dans 100 ans, le monde subsistera encore en son entier, ce sera le même théâtre et les mêmes décorations, ce ne seront plus les mêmes acteurs. Tout ce qui se réjouit sur une grâce reçue, ou ceux qui s'attristent et se désespèrent sur un refus, tous auront disparu de dessus la scène. Il s'avance déjà sur le théâtre d'autres hommes qui vont jouer dans une même pièce les mêmes rôles, ils s'évanouiront à leur tour, et ceux qui ne sont pas encore, un jour ne seront plus. De nouveaux acteurs ont pris leur place, en interrogation, qu'elles font affaire sur un personnage de comédie. C'est-à-dire tout ce qu'on peut gagner, le fond, c'est le fond au sens pécuniaire du terme, financier du terme qu'est utilisé le terme ici, donc tout ce qu'on peut gagner à faire avec un seul personnage. Ce qui est une remarque importante, parce que non seulement il s'agit d'une critique sociale, au sens où le monde est un théâtre dans lequel il y a une intrigue qui est déjà connue, et qui nous fait rire, qui nous fait nous moquer des acteurs, et y compris des acteurs que nous sommes, c'est le rôle précisément thérapeutique de ces caractères, mais c'est aussi important parce que ça permet de donner une valeur universelle au caractère, dans la mesure où précisément, si la pièce est toujours la même, même si les acteurs sont un peu différents, ça signifie que les caractères écrits à la fin du XVIIe siècle continuent à fonctionner, et Dieu sait qu'ils continuent à fonctionner. Il suffit de regarder un tout petit peu les menées politiques, par exemple, autour du pouvoir
actuellement où il y a 20 ans pour s'apercevoir que ce que disait La Bruyère de la cour de Louis XIV et du courtisan sous Louis XIV, donc entre 1643 et 1715, vaut tout à fait pour les courtisans autour d'Emmanuel Macron, autour de Nicolas Sarkozy ou autour de François Hollande et autour sans doute de ceux qui vont suivre. Et donc c'est en ce sens qu'il est moraliste, hein, il n'écrit pas que pour son temps, il écrit aussi pour les siècles à venir, et ce motif du Theatrum Mundi, hein, qu'il reprend d'ailleurs, hein, et dont il ne prétend absolument pas inventer l'importance et utiliser et être l'inventeur, donc ce motif est un des éléments, un des ingrédients essentiels de cette universalité du propos. Et c'est d'ailleurs ce qu'il défend dans son discours de réception à l'Académie française, c'est la raison pour laquelle je vous conseille très fortement de le lire attentivement. Donc voilà, j'ai donné déjà un certain nombre d'éléments, je pense qu'on a fait le tour, je voulais faire une demi-heure, c'est parfait, je vais arriver à ma demi-heure. Soyez bien attentifs, lisez progressivement, pas trop à la fois, il faut vraiment avoir une idée précise de ce qui s'est passé, utilisez mes PDF de manière à bien mémoriser les éléments, sortez de la complexité de chacune des remarques pour en garder d'abord le contenu, hein, la quintessence, et puis ensuite essayez de voir des points communs, du point de vue du style, du point de vue de la chute. Je vous donne un certain nombre d'indications, je vous en donnerai d'autres, je ferai quelques vidéos supplémentaires pour que nous puissions avoir des éléments. Je pense que c'est quand même bien d'avoir des vidéos. Et voilà, vous maîtriserez le texte au fur et à mesure de cette lecture. C'est normal que vous ayez là aussi des difficultés à lire ce texte, mais il n'est pas incommensurable non plus. Je voulais terminer sur la lecture cursive supplémentaire, puisque pour chacune des séquences, vous le savez, il y a une lecture supplémentaire, c'est-à-dire une lecture qui n'est pas abordée en cours au sens propre du terme, qui n'est pas étudiée au sens propre du terme. Vous la faites de manière cursive, c'est-à-dire en suivant le court cursus de l'œuvre. Et cette œuvre, c'est le supplément au voyage de Bougainville de Diderot, qui date de 1774, si mes souvenirs sont bons. Il s'agit d'une œuvre qui traite là aussi de la comédie sociale, mais d'une comédie sociale qui est un petit peu perturbée, parasitée par un voyage, puisqu'il s'agit d'un supplément fictif qui n'a jamais eu lieu, c'est un supplément parodique à un voyage écrit véritablement par Antoine de Bougainville, qui était un scientifique missionné par Louis XV pour aller faire des découvertes dans le monde, notamment des découvertes botaniques, scientifiques, sur la faune et ainsi de suite, et puis d'autre part qui préparait l'emprise de la France sur la Polynésie française notamment, et donc au fil de ce voyage, Bougainville a écrit un ouvrage, hein, qui existe, qui est d'ailleurs lisible, il est accessible sur Internet, et Diderot, lui, fait une critique de la société française de son époque et une critique aussi de l'emprise qui commence à devenir colonialiste très clairement de la France, entre autres, dans cet ouvrage, puisque l'ouvrage commence en dehors d'une discussion entre deux personnages. Le deuxième chapitre, donc, c'est l'accusation d'un vieux Tahitien, parce que c'est à Tahiti que ça se passe, d'un vieux Tahitien contre les Français qui sont en train de partir de Tahiti, ils ont fini leur voyage, et c'est le bilan de leur voyage, un bilan extrêmement négatif, extrêmement virulent de la part du Tahitien, inventé par Diderot bien sûr, et ce vieux sage tahitien, c'est toujours, ça aussi c'est un motif assez courant, hein, dans la littérature satirique depuis les Grecs, hein, le vieux sage qui s'adresse, qui est prétendument sauvage et qui en fait est extrêmement intelligent et extrêmement sage du point de vue philosophique aussi. Le vieux sage s'adresse aux prétendus civilisés pour faire un bilan catastrophique de leur intervention, et à fort juste titre, on considère que cet ouvrage est le premier ouvrage anticolonialiste en France, et donc à ce titre il est important parce qu'à la fois il permet de s'intéresser à la littérature de voyage et à l'importance qu'elle va avoir dans l'esprit français et dans l'esprit philosophique en France dans la littérature, mais aussi à la question de la comédie sociale et de sa critique. Donc voilà pour ce que je voulais dire. J'ai fait le tour de tout ce que je voulais dire, je pense, et de tout ce que je vous aurais dit si on avait été en cours pendant une heure. Même si c'est un petit peu plus court parce que je parle tout simplement plus vite, mais vous pouvez faire pause pour prendre quelques notes. Là, en l'occurrence, je ne noterai pas, je n'écrirai pas ce que je vous ai dit là, donc il faut quand même que vous l'ayez
bien écouter, puis vous pourrez le réécouter. Voilà, j'espère que ceci va vous aider déjà pour vous lancer dans cette séquence, et surtout ne traînez pas trop, hein, vous aurez le temps ensuite de reprendre Apollinaire. Si vous maîtrisez à peu près la séquence, vous aurez le temps de reprendre par la suite pour préparer l'écrit puis l'oral à partir du mois de mai, donc ne travaillez pas trop non plus pour connaître par cœur le texte, ça vous aurez le temps de le faire par la suite. Voilà, j'arrive exactement à 30 minutes, je suis assez fier de moi, j'espère que tout va bien pour vous, et surtout ne lâchez pas. Voilà, merci, à bientôt.